raconte. Christophe Ondelatte. Si vous êtes un peu stressé aujourd'hui, voici une histoire qui va vous détendre. Une histoire apaisante pour une fois. Très apaisante. Et aussi d'ailleurs, je vous le dis, une histoire qui fera le bonheur des enfants, si vous en avez. L'histoire de Geoffroy Delorme, qui a vécu pendant 7 ans dans une forêt avec des chevreuils. Il raconte tout ça dans un livre aux éditions Les Arènes, L'Homme Chevreuil. Il sera là tout à l'heure, bien sûr. Et notez que pour une fois, je vous propose 2 versions de ce récit. Une version normale, habituelle, celle qui va suivre, et une version chuchotée, pour tous ceux qui veulent s'endormir ou se détendre, avec une très belle histoire. Cette version chuchotée, vous la trouverez sur europe1.fr ou votre application de podcast. Voici L'Homme Chevreuil, une histoire que j'ai écrite avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Tout gamin, depuis ma classe du cours préparatoire, je contemple le monde sauvage par la fenêtre. Les moineaux, les rouges-gorges, les mésanges, tout animal qui passe dans mon champ de vision. Et moi, je suis enfermé dans cette pièce avec d'autres enfants qui apparemment s'y plaisent. Et eux, ils sont libres. Je ressens déjà un bourgeon de mutinerie contre une vision humaine dans laquelle on essaye de m'enfermer. Quelques mois après la rentrée, un événement vient cristalliser ce bourgeon de rébellion. Une sortie à la piscine. Arrivé devant le bassin, je suis tétanisé. C'est la première fois que je vois autant d'eau. Une peur instinctive m'envahit. « Allez, Geoffroy ! Allô !» Le visage de la monitrice se crispe. « Allez, Geoffroy, tu plonges !» Et là, elle s'approche de moi, elle me prend par la main et elle me jette dans l'eau. Je bois la tasse, évidemment, et je commence à couler. Quand je la vois plonger dans ma direction, je me dis « elle va me tuer !» Et là, mon instinct de survie me pousse à réaliser l'impensable. Je nage comme un petit chien jusqu'au milieu de la piscine. Je plonge pour passer le filet qui me sépare du grand bassin. J'arrive jusqu'au bout, je grimpe à l'échelle, je cours jusqu'au vestiaire, je me rhabille, je me faufile jusqu'à la sortie et je dévale la rue en courant, le regard brouillé par les larmes et le chlore. À la suite de cet incident, on décide de me faire arrêter l'école. Je poursuivrai ma scolarité à la maison grâce au CNED. Je me retrouve donc tout seul, dans ma chambre, sans copain, sans prof, avec heureusement une grande bibliothèque qui contient des trésors. Nicolas Vanier, Cousteau, Diane Fossé, Jane Goodall. Autant de livres qui racontent la nature et la vie sauvage. Un matin, je découvre que des merles ont fait leur nid dans la haie en face de ma chambre. Dans mon cerveau, ça devient une injonction absolue. Je dois veiller sur eux. Éloigner les chats, notamment. Et du coup, de jour ou de nuit, j'ouvre ma fenêtre et je me glisse à l'extérieur pour prendre des nouvelles. Et à force de me voir, ils s'habituent à moi. Alors je leur donne à manger des miettes de pain, des vers de terre, des insectes. Et chaque jour qui passe, je gagne un peu de leur confiance. Je peux désormais regarder piailler les bébés à 20 cm d'eux. Depuis quelque temps, un renard vient dormir sous un arbre touffu de notre jardin. Un soir d'hiver, je décide de le suivre. Je ne me suis jamais autant éloigné de ma chambre. Une centaine de mètres plus loin, en lisière de forêt, le jeune goupil me dévoile l'entrée de son terrier. Je trouve la forêt fascinante, envoûtante. Alors tous les soirs désormais, je m'aventure un peu plus loin. Et une nuit, je tombe nez à nez avec un cerf. Ça me pétrifie. Je les ai déjà entendus bramer l'été. Mais ce corps lourd, à moins de 10 mètres de moi, le sol qui vivra chacun de ses pas,
Je suis subjugué par la puissance qui se dégage de cette créature. Il finit par faire demi-tour, et moi je fais de même. Mais ce cerf m'a donné la plus belle leçon de ma courte vie. Les animaux ne me veulent aucun mal. À l'âge de 16 ans, je prends la décision de passer non seulement mes nuits, mais aussi mes journées en forêt. Et le jour du bac, je décide de saborder le navire scolaire. Je jette ma feuille de convocation dans un champ de maïs. À la maison, on me dit que ce que je fais n'est pas un métier. On ne peut pas en vivre, Geoffroy. On ne peut pas en vivre, enfin. Mais l'argent n'est pas ma priorité. Je cherche une stabilité morale. Vivre le moment présent à l'image des animaux de la forêt. Me mettre à ma vraie place dans l'ordre des choses. Évidemment, personne ne croit en moi. Je n'ai aucun soutien. Mais plus on cherche à me retenir, plus les liens s'effilochent. Alors c'est décidé, je pars en forêt. Il y a une fable de La Fontaine qui décrit assez bien ce que je ressens à ce moment précis. Le loup et le chien. Une fable dont la morale est « mieux vaut être pauvre et libre que riche et contraint ». Mon expédition commence au mois d'avril. Ma forêt est une forêt de 4500 hectares dans le département de l'Eure, la forêt de Louviers, qui épouse la 4e boucle de la Seine. Je choisis de m'installer à l'est, sur un grand promontoire qui domine toute la vallée de la Seine. Avec mes économies, j'achète des boîtes de conserve, de l'eau potable et tout un tas d'outils dont j'ai l'impression d'avoir besoin pour survivre. Et je cache tout ça au pied d'un arbre, dans un entrelacs de racines. Hélas, quelques jours plus tard, les sangliers découvrent mon trésor. Et ils s'en délectent, Je retrouve toutes les conserves éventrées par leurs sabots. Les sangliers qui, d'une certaine manière, me disent « Non, mais tu te crois où ?» J'en conclus que la stratégie la plus efficace consiste à manger le plus possible ce que j'ai à ma disposition. Les feuilles de ronce, de bouleau, de charme, les baies, les châtaignes, les noisettes. Bref, énormément de plantes plus ou moins bonnes au goût, mais formidablement riches en nutriments. Et puis, il y a la nourriture que les chasseurs déposent au pied des arbres pour engraisser les sangliers. Des pastèques, des courgettes, des tomates, et aussi du pain. À partir de maintenant, les aliments extérieurs ne servent plus qu'en cas de disette. Là, la plus vulgaire boîte de raviolis m'offre désormais un moment de fête. Les sangliers, les cerfs, les biches et les renards que je croise m'acceptent de plus en plus en gardant leur distance. Au bout de quelques mois, j'ai l'impression de m'être fondu dans le décor. Un matin, je suis en train de ramasser quelques feuilles à grignoter sur le bord d'un chemin, quand un chevreuil s'arrête net à quelques pas. Il redresse la tête, il pointe ses oreilles dans ma direction, nous nous fixons l'un l'autre pendant quelques minutes. Il regarde sur le côté comme pour m'inviter à découvrir la forêt avec lui. Il se détourne lentement et il s'enfonce dans le taillis. Je viens d'être touché par quelque chose de plus fort que moi. L'appel de la forêt. Ce chevreuil, je le baptise Daguet. Et quand je le croise à nouveau, il choisit de rester pour m'observer. Moi, je fais mine d'ignorer sa présence. Le soir, je tombe à nouveau sur lui. L'air de rien, il me suit partout, comme s'il voulait apprendre sur ce nouveau venu qui s'est invité chez lui. Et de jour en jour, notre relation grandit au gré de nos rencontres. Aujourd'hui, je vais essayer de marcher derrière lui. Il est en train de ruminer, couché au pied d'un arbre. Je m'approche doucement, en ramassant de ci de là quelques feuilles. Je me cache derrière chaque arbre pour ne pas me faire remarquer. J'approche doucement à moitié accroupi. Et lui, il me regarde calmement, c'est à peine croyable. Quand j'arrive à une dizaine de mètres, il se lève, il s'étire, il m'observe,
Et nous restons plantés là pendant une bonne demi-heure. Il m'a intégré à son environnement. Un moment absolument magique. Pourvu qu'on ne soit pas dérangé par d'autres humains. Ce serait terrible s'il m'associait à eux. La nuit, je suis sans cesse réveillé par des chouettes qui ululent, par des renards qui hurlent, et surtout par les sangliers qui font un vacarme ahurissant. Et ça grince, et ça crie, et ça grogne, et ça court dans tous les sens. Impossible de dormir. Ajoutez à cela le froid, je suis rincé. Au point d'ailleurs de mettre sérieusement en question l'issue de mon aventure. Je ne me repose jamais. Dans la journée, je cherche ma nourriture. Je construis de petits abris pour me protéger de la pluie. Ça me prend un temps fou. D'autant plus que ces abris sont rapidement envahis par les insectes et qu'il faut les refaire tous les jours. Un matin, je remets tout à plat. Il y a forcément quelque chose que je fais mal. Et c'est en observant Daguet que je trouve mes réponses. Chez les chevreuils, le repos se fait par cycle court, de jour comme de nuit. 1 à 2 heures en moyenne, en fonction du temps qu'il fait. Il me faut calquer mon rythme de vie sur celui de mon compagnon d'aventure. Il n'est pas obligatoire de dormir la nuit. Alors je dors la journée, par plage de 2 heures. Et je me remets à constituer des réserves de bois un peu partout dans la forêt, pour pouvoir faire du feu n'importe où, à n'importe quelle heure. Un nouvel homme en moi est en train de naître. Malgré le froid, les caprices de la météo et la faim, il faut que je limite l'entrée du monde moderne dans la forêt. Ne garder que le strict nécessaire. D'abord des vêtements de rechange pour lutter contre le froid, 2 pantalons en toile, une paire de jeans, 2 sous-pantalons en alpaga, des t-shirts en lin ou en chanvre, des pulls en laine vierge et 2 bonnets de marin. J'ai abandonné le coton, qui semble impossible à faire sécher. Pour éviter que tout ça ne pourrisse, tout est enfermé dans des sacs hermétiques, enterrés dans un coin stratégique de la forêt. Pour la cuisine, j'ai une poêle, une casserole et un couteau de survie. J'ai aussi un chargeur solaire pour mon appareil photo, un briquet, ma carte d'identité et un petit miroir. C'est très utile un miroir pour diagnostiquer par exemple une piqûre d'insecte mal placée. L'hiver, il y a moins à manger. Alors il faut apprendre à stocker. Ortie, menthe, origan, reine des prés, angélique. Je les mets le jour dans un filet à provisions accroché à une branche pour sécher et la nuit dans un sac hermétique. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an, j'atteins l'autonomie alimentaire. Bon, je retourne encore de temps en temps à la civilisation, 2 ou 3 fois par mois pour reprendre des forces. Les plats que je trouve dans le frigo de mes parents sont toujours aussi appétissants. Mais j'ai de plus en plus de mal à les digérer. J'en profite pour récupérer 2 ou 3 boîtes de conserve. Je dors quelques heures dans mon lit d'enfant. Je prends une bonne douche chaude. Est-ce que je fais une lessive? Non. Je ne veux pas importer l'odeur du monde des hommes dans la forêt. Ça rendrait mes amis chevreuils trop nerveux. Et puis je repars au lever du jour en évitant de croiser mes parents qui réprouvent toujours ma nouvelle vie d'homme des bois. Vous vous demandez, je suppose, comment j'aborde les questions d'hygiène. J'ai un atout, je suis un berbe. Et une toilette régulière des pieds, des aisselles et des parties génitales devient amplement suffisante. Mais comment trouver de l'eau pour me laver? J'ai localisé 4 hêtres magnifiques de 40 mètres de haut qui forment en leur centre un gros chaudron, lequel chaudron retient parfaitement l'eau de pluie. Cette réserve est suffisante pour ma petite toilette. De quoi j'ai l'air? Oh, les premiers mois, les insectes ne me font pas de cadeaux, Mais avec le temps, la peau se durcit, elle s'épaissit. Quant à l'hygiène bucco-dentaire, comme je ne mange plus de sucre, ce n'est plus un problème. Je me contente de passer mon index sur mes dents avec un mélange d'eau et de cendre, et le tour est joué.
Daguet m'apprivoise de plus en plus. Maintenant, il vient même jusqu'à mes pieds pour renifler l'odeur de mes chaussures. J'ai remarqué qu'il regarde surtout mes mains quand il approche. Il a peut-être peur qu'elle ne l'attrape. Mais je ne cherche pas à le caresser. Et Dieu sait si la tentation est grande. Un matin très tôt, il fait très sombre, le jour peine à se lever dans la grisaille ambiante, et j'entends de petits bruits, comme des chuchotements. Daguet, qui a une ouïe extraordinaire, les capte aussitôt. On s'avance, il s'arrête, il hume l'air, il semble intrigué. Pas de la peur, hein, de la curiosité. Et on arrive dans la pinède, où règne un autre chevreuil que j'ai baptisé Six Pointes. Celui-là, il est très territorial, et il a un sacré caractère. Je le surnomme aussi le gueulard, parce qu'il aboie sur tout ce qui bouge. Six Pointes a une compagne, une magnifique petite chevrette au corps élancé que j'ai baptisée Étoile. Et ce matin-là, justement, j'aperçois Étoile dans l'obscurité ambiante. Elle est seule et couchée. Six Pointes n'est pas là. Quand elle voit Daguet, elle renifle d'abord dans notre direction, elle se lève, elle trotte péniblement vers nous en aboyant faiblement. Elle n'a pas l'air du tout en forme. Elle se recouche à une dizaine de mètres de moi avec l'air de s'endormir un peu. Un long moment plus tard, elle se lève péniblement et elle se met à trembler de tout son corps. Pourvu qu'elle n'ait rien de grave. Et là, elle gémit et un mince filet liquide coule de son arrière-train. Elle est en train de me faire le plus beau cadeau de la vie. Elle est en train de me mettre bas. J'assiste à la naissance de petits fans. 2 pattes tremblantes toutes raides qui pendent dans le vide. Je suis tellement heureux et tellement proche que j'irai presque l'aider à accoucher. Elle pousse, l'effort est intense. Et d'un coup, un jeune fan sort et tombe par terre. Bienvenue sur Terre, mon petit bonhomme. C'est un petit mâle. Je l'appelle Chevy. L'été est bien avancé. Il fait chaud. Le ciel est d'un bleu profond et le soleil brille. Pour se réchauffer, Daguet décide d'aller se coucher dans les hautes herbes d'une clairière. Moi, j'en profite pour emprunter des pastèques et des melons que des chasseurs ont déposés auprès d'un jeune pommier. Et puis, à mon tour, je vais me coucher dans la clairière. Et là, se passe quelque chose d'exceptionnel que je n'attendais pas du tout. Daguet vient se blottir contre moi. Je sens son corps tout chaud contre ma jambe. Et j'ai très envie de le caresser, mais j'ai trop peur qu'il n'aime pas, que ça lui coupe l'envie de recommencer. Il relève un peu la tête, il bâille, et il repose sa tête sur ma cuisse. Et là, j'en profite pour lui caresser un peu la joue avec mon pouce. Il semble apprécier. Alors, je pose ma main sur son dos et je le caresse longuement en observant sa réaction. Il se détend, il ferme les yeux et il finit par s'endormir. Et même à certains moments, il gémit un peu, il donne de tout petits coups de patte. Il est en train de rêver. Pas un bruit ne vient perturber la plénitude de ce moment. Et puis soudain, des promeneurs qui ont l'air de vouloir traverser la prairie. Ils se dirigent droit sur nous. Ils arrivent à notre hauteur. Et Daguet dort toujours. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il n'a pas bougé d'un poil. Je n'en reviens pas. Par une longue nuit d'automne, je suis en train de marcher avec Étoile. Depuis plusieurs jours, il pleut, sans discontinuer. Étoile mange quelques chanterelles, et moi je prends les restes au fond de ma gamelle. Et à un moment, je sens quelque chose d'étrange qui vibre sous mes pieds. Et soudain, un coup de fusil déchire le silence de la forêt. Aussitôt je cherche Étoile du regard, elle est paniquée. Et la terre sous mes pieds continue de vibrer de plus en plus fort. Et là, j'aperçois dans un galop désorganisé une vingtaine de cerfs et de biches qui foncent dans ma direction.
Un deuxième coup de fusil résonne. Et une balle effleure Étoile. Elle passe à côté de moi en aboyant et elle s'enfuit de toutes ses forces. Et moi, je me lance à sa poursuite. J'ai beaucoup de mal à la suivre. Je ralentis. Elle ralentit. Je la vois tituber un peu. Je m'approche d'elle. J'essaye d'évaluer la gravité de sa blessure. Et là, au loin, j'entends un cor de chasse sonner 4 coups. C'est le signal du chevreuil. Et au loin, les chiens de chasse sèment la terreur dans le sous-bois. Et Étoile s'élance à nouveau, elle bondit du mieux qu'elle peut, et les chiens arrivent, et les chasseurs débarquent, et moi je me dis mon odeur trompera peut-être le flair des chiens. Et ça marche, ils s'éloignent. Mais moi je suis inquiet pour mon ami. Je retourne la voir. Ma pauvre Étoile. Elle est couchée devant moi à quelques mètres, mortellement blessée à la poitrine. Elle tremble. Et moi, je lui parle, en essayant d'avoir une voix rassurante. Je te remercie, ma petite Étoile. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Pour tes connaissances. Pour ton amitié. Pour ton respect. Pour ton amour. J'ai des larmes plein les yeux. Une sorte de haine m'envahit. Et peu à peu, la vie se retire de son corps. Pardonne-moi, Étoile. J'ai pas su te protéger. J'ai pas été assez fort. Pardonne-moi. Je te promets que je veillerai sur Chérie. Je te promets, ma grande. Je te promets. Je sais que les chasseurs vont la chercher avec leurs chiens. Ils pisteront sa trace jusqu'à ce qu'ils retrouvent son cadavre. Alors je la prends dans mes bras et je vais l'enterrer. Je ne veux pas que mon ami finisse dans un congélateur. Une nuit, alors que tout est tranquille, je décide de retourner à la maison. J'y vais toujours la nuit pour ne pas croiser mes parents. Aujourd'hui, j'y vais pour prendre une douche chaude, mais aussi parce que j'ai un mauvais pressentiment. Ça fait un moment que je n'ai pas quitté la forêt. Je marche sur le trottoir le long de la rue éclairée par de vieux lampadaires. Le portillon de la maison est fermé à double tour. Je passe par-dessus. J'insère ma clé dans la serrure de la porte d'entrée. Quelque chose bloque. Impossible de l'ouvrir. Alors je décide de passer par la porte du garage. Et me voilà à l'intérieur. Je vais vers le réfrigérateur. Vide. Je regarde dans les placards, vides, eux aussi. Mais certains sont fermés à clé. Ils ont dissimulé la nourriture. Je reparle les larmes aux yeux. C'est la dernière fois que j'y retourne. Et je vais retrouver ce que je considère maintenant comme ma famille, les chevreuils. Dès mon retour en forêt, je veux voir Chévi, le fils d'Étoile, ce petit mâle que j'ai vu naître. Avec lui, j'ai maintenant un degré de complicité auquel je n'ai jamais eu accès avec les autres chevreuils. Comme si on se connaissait depuis toujours. Il m'a intégré dans sa vie. Grâce à lui, je me sens un peu chevreuil. Et ce soir-là, je veux le voir. Je veux lui confier ma peine. Mais je ne le trouve pas. Les heures passent, je ne le trouve pas, et la déprime me gagne. Et puis enfin le voilà. Le voilà debout qui m'observe. Je cours vers lui à toute allure, sans réfléchir, et je l'agrippe. Je mets mes 2 mains autour de son cou, et je me mets à pleurer sur son épaule. Il reste immobile pendant de longues minutes. Je sens son cœur qui bat contre ma joue. Et il se met à me lécher le visage. Chévi est plus qu'un ami. Chévi est un frère. J'ai découvert une personne non humaine pour qui j'ai une incroyable estime.
Au fil de ces années passées dans la forêt, à cause de mon alimentation sans doute, je ressens une fatigue musculaire. Un jour, il pleut légèrement avec un vent glacial, je m'endors derrière un gros arbre. À mon réveil, je ne sais plus où je suis, ni qui je suis. Tous mes membres sont paralysés, impossible de me lever. Chevy vient me lécher le visage, comme d'habitude après la sieste. J'essaye de me lever, je suis cloué au sol. Alors je m'agrippe à une branche, je parviens à me mettre debout. Là, je vomis. Et puis j'allume un petit feu de feuilles mortes et de brindilles. Je m'en veux de m'être laissé aller comme ça. Ça aurait pu me coûter la vie. Ma vie, je veux la passer auprès de mes amis chevreuils. Et peu importe si elle est courte. Mais si je veux les sauver de la destruction de ce monde qui devient fou, je dois rester en vie pour raconter leur histoire. Un jour, j'aperçois au loin une personne qui promène son chien. Et pour la première fois depuis que j'ai choisi de vivre en forêt, je décide d'aller vers elle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est une promeneuse. Son chien est un petit berger des Pyrénées. Je préfère vous prévenir, il y a un gros sanglier qui se balade un peu plus haut, là. Pour votre sécurité et celle de votre chien, faudrait mieux que vous fassiez demi-tour, hein. Ah, d'accord, merci. Vous connaissez bien la forêt ? Oui, je suis photographe animalier. Et là, je commence à lui parler de mes chevreuils. Oh, c'est passionnant. Vous devriez exposer vos photos pour faire connaître la vie des chevreuils. Un sentiment étrange m'envahit. Un sentiment que je n'ai jamais ressenti. Cette femme qui aime les animaux et la nature me touche. Quand je retourne auprès de Daguet, son visage revient dans mes pensées. Et le souvenir de son odeur ne me quitte plus. Et voilà comment je reprends contact avec la civilisation. Et comment j'organise ma première exposition. Mon aventure ne sera plus jamais solitaire. Elle sera la seule à rencontrer mes amis. Désormais, nous sommes au moins 2 à connaître le monde extraordinaire des chevreuils. Quelle belle histoire! Comme ça me fait du bien à moi aussi de vous raconter des histoires comme celle-là, moi qui vous raconte d'habitude tant d'horreurs. Geoffroy Delorme, évidemment cette histoire est tirée de votre livre qui est déjà un best-seller, L'homme chevreuil, aux éditions Les Arènes. Vous vous doutez de ma première question, je suppose. Je pense que tout le monde vous pose la même au début. Est-ce que vous retournez les voir ? Je suis retourné les voir assez souvent quand j'ai quitté la forêt en 2010. Oui. Je suis allé les voir jusqu'en 2019. 2019 où Chevy est mort de sa belle mort pendant le mois de novembre. Et donc il n'y a plus personne dans la forêt que vous connaissiez ? Je connais plus personne. Le dernier chevreuil, c'était Chevy, c'était mon meilleur ami. Ouais. Plus aucun d'entre eux ne vous connaît non plus. Non, pour certains, ils ont quitté la forêt. Ils sont partis se réfugier le long des voies ferrées ou de l'autoroute. Et puis les autres sont morts par la chasse. Vous le savez comment, ça ? Là, en fait, on connaît ses amis. Ouais. Et je les ai vus partir, certains. Daguet, par exemple, est parti de son territoire. Il a essayé de résister, mais l'exploitation forestière était trop intensive. Et je l'ai vu traverser. On a un golfe qui est un petit peu en dessous de la forêt. Et je l'ai vu se réfugier près de la voie ferrée. J'ai essayé de le suivre. Puis un matin, quand je suis allé sur la voie ferrée, il avait disparu. Donc, vous supposez qu'il est mort ? Je pense, oui. Combien ça vit un chevreuil ? Alors, normalement, ils sont censés vivre naturellement avec un cycle de 12-14 ans. Ouais, comme un chien. Exactement. Mais la moyenne de vie des chevreuils en France, elle est plutôt de 3 à 4 ans. Combien de personnes vous ont demandé d'aller leur présenter vos amis ? Ils sont nombreux. Après, voilà, j'explique toujours, c'est pas des animaux de zoo, c'est pas des animaux de foire. C'est vivre avec les chevreuils ou n'importe quel animal sauvage, ça se mérite, ça se respecte. Et il y a que ma compagne qui a vu Magali, qui a vu Courage, qui a vu quelques-uns de mes amis chevreuils. Et votre histoire d'amour, elle continue avec Magali ? Elle continue, enfin avec
avec ma compagne, Joël. J'ai changé de prénom. D'accord, c'est pas le vrai prénom qu'il y a dans le livre. Magali, c'est la petite chevrette. C'est une petite chevrette qui a eu aussi des petits sentiments pour moi. J'avais beaucoup de sentiments pour elle, mais pas à ce point-là. J'en viens à ma question essentielle. Pourquoi vous ? C'est-à-dire, pourquoi à l'âge où les autres se lancent dans les études, cherchent une petite copine, pourquoi est-ce que vous allez vous retirer du monde ? Je pense que l'isolement social a joué beaucoup. Quand on vit par correspondance... Le fait d'avoir arrêté l'école, vous voulez dire ? Oui, c'est l'école. Il n'y avait pas de contact social, pas de copains, pas de copines, pas d'animaux domestiques, pas de sorties scolaires, il n'y a rien de tout ça. Et je pense que j'ai vu le monde tel que je l'imaginais et pas tel qu'il était. J'avais que des on-dit sur la société. Et je me suis fait tout un monde autour de l'humain. Et la nature me paraissait beaucoup plus logique, beaucoup plus... gentil, ce qui était faux, puisque quand on vit dedans, on elle n'est pas si gentille que ça. Faut pas rentrer en adoration devant la nature. J'adore que vous disiez ça parce que c'est très mal pensant ce que vous dites là. Oui, c'est vrai. Il y a une sorte de religion de la nature. Oui, on est dans un monde où on pense que la nature est un médicament, que les animaux sont des médicaments, mais quand on vit en forêt, comme j'ai vécu avec les chevreuils, on est face à soi-même. Cette idée de vous faire quitter l'école à cause de cette monitrice de natation absolument horrible, j'ai connu à peu près la même, moi. Ah oui. Elle n'était pas bonne ou elle était bonne ? Elle peut être bonne. Par correspondance, l'avantage, c'est qu'on peut apprendre l'autonomie, on peut apprendre à réfléchir par soi-même, à s'organiser. Là où c'est moins bon, c'est de ne pas avoir de copains, pas avoir de sortie sociale après l'école. Mais c'est qui vos parents ? C'est des babacools pour vous faire l'école à la maison à l'époque ? Oh, je pense que, vous savez, on pense bien faire parfois, et puis en fin de compte, c'est peut-être pas si bien que ça. Vous savez, moi, j'en veux à personne. J'ai autant idéalisé mes parents que mes parents m'ont peut-être idéalisé, et puis on s'est perdu de vue à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec une forme de dépression dans cette fuite ? Non, il n'y a pas de dépression, mais il y a cette espèce d'instinct, une espèce d'appel de la forêt ou de la nature qui est plus fort, qui guide. Quand je me retrouve dans certains endroits, encore même aujourd'hui, j'ai une envie de fuir. Vous voulez dire des endroits civilisés ? Des endroits civilisés. Paris, par exemple, où je vous ai obligé à venir aujourd'hui. Oui, Paris, ou même parfois des petits villages. Vous savez, j'ai fait des petits salons photos où des gens m'invitaient chez eux le soir pour manger, et je leur trouvais tous les prétextes pour pas venir manger ni dormir chez eux parce que ça me faisait peur, ça me dérangeait, et la nature me paraît toujours plus rassurante que chez les gens. Mais à 16 ans, vous avez un sentiment de différence par rapport aux adolescents de votre âge ? Oui, parce qu'en fait, je ne parle qu'avec des adultes, souvent. Quand on sort, c'est toujours avec des adultes. C'est des commerçants, c'est des gens qui me disent « mais ça te manque pas les copains ?» Et moi, je leur dis « non, ça me manque pas, parce que je veux plaire. » On fait tout pour satisfaire, dans un sens, sa famille. Exactement. En fait, je me suis trompé de direction, et le seul moyen pour moi, je pense, de corriger le tir, c'était de me créer votre monde. Mon monde à moi, avec au début même pas les chevreuils, c'était mon monde sauvage, et les chevreuils se sont greffés à mon univers. Je me trompe ou vous êtes hypersensible ? Je suis plutôt hypersensible, oui, c'est vrai. Je me trompe pas. On a d'ailleurs, c'est assez incroyable de voir que on peut être hypersensible et s'adapter malgré tout à des univers qui sont parfois hostiles. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait la saveur de l'être humain. Nos sentiments sont pas forcément indissociables de nos vies. Vos parents, disons en un mot, vous les appelez « on » dans le livre, longtemps. Alors on est un peu partagé quand on a lu le livre, c'est-à-dire que on les trouve durs à votre égard, et en même temps on les comprend un peu. Oui, c'est-à-dire qu'on vrai. essaye de se mettre à la place de parents qui ont un ado qui va vivre dans la forêt, pas loin de chez eux, c'est pas loin de chez vous tout ça. Ah non, c'est à 3 km. Vous, quel regard est-ce que vous portez, si j'ai bien compris, vous ne les avez pas revus depuis cette expérience ? Non. Ils ont dû lire votre livre ? Je pense, oui. Ouais. Qu'il soit un succès doit les stupéfier ? Je pense pas. Je pense pas. Vous les comprenez un peu ou pas du tout, aujourd'hui, avec 10 ans de recul ? Moi, j'ai appris à pas être dans le jugement. C'est trop facile aujourd'hui de dire c'est la faute à un tel ou un tel. J'aurais eu les parents que j'imaginais, parfaits dans mon esprit. Peut-être que j'aurais fait la même chose. Donc, je sais pas si on peut dire c'est la faute à un tel ou un tel. Ou, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ils ont aussi leur passé, ils ont une vie compliquée. Et je pense que voilà, quand c'est trop compliqué, parfois ça déchire.
J'ai plein de questions techniques. La première est, pourquoi ne pas avoir construit une cabane? Ça, c'est vraiment, ça saute aux yeux quand on lit le bouquin. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dort au pied d'un arbre alors qu'il n'est pas si compliqué de se construire une cabane? En fait, c'est très technique de construire une cabane. Au début, j'avais fait une petite cabane avec un système de brelage. Hein, donc, c'est de la ficelle, on fait des nœuds, on fait en sorte que tout tienne à peu près bien. C'est très solide. Mais ensuite, il faut trouver de la craie, il faut trouver de la boue, il faut donc de la glaise plutôt de l'argile. Pour la rendre étanche. Pour rendre tout étanche. Le problème, c'est que souvent, ensuite, il pleut à l'intérieur de la cabane quand même parce que ça subit les affres de la météo. Une bâche en plastique, c'était pas possible? Je n'y avais pas pensé. Et puis en fait, quand... je suis content de vous apporter cette information. Il y a des trucs qui sont en plastique et qui font étanche, quoi. On m'a dit que voilà, il y a aussi les tentes. J'ai essayé les tentes, ça marche pas. Vous avez essayé quand même? Oui, j'ai quand même essayé avec la tente. Mais en fait, c'est tellement plus facile d'utiliser un hou, par exemple. C'est un arbre qui est génial parce que quand il neige, le pied du hou reste souvent très sec. Quand il pleut, la pluie, elle tombe pas droite. Il y a toujours un endroit, elle pousse vers le vent, en fait. Et il y a toujours une partie de l'arbre qui est sec. Donc, en fait, on connaît les meilleurs endroits de la forêt pour pouvoir se cacher. Et comme on fait des petits cycles courts, c'est pas possible de construire une cabane à chaque endroit où on va s'arrêter. C'est ça, en fait, qui a rendu... Oui, parce qu'il faut les suivre. Oui, voilà. Et on eux, ils restent pas au pied de la cabane. Non, ça les intéresse pas. En fait, c'est un peu moi le chien de compagnie d'une certaine manière. C'est eux qui m'adoptent et c'est moi qui essaye de comprendre leur environnement, mais j'ai pas d'ordre à leur donner. C'est pas un animal domestique. Il y a pas aussi l'idée de souffrir un peu? Oui, peut-être qu'il y a un peu de torture parfois. Ça permet de se remettre un petit peu en question. C'est quand on est face à soi-même. Un peu, quoi. Oui, voilà, je pense que j'en bave. Ça permet d'oublier, peut-être. Alors, vous dites avec beaucoup d'honnêteté que vous avez quand même plaisir à rentrer la nuit à la maison pour prendre une douche, pour dormir sur un matelas et pour faire le stock de provisions. Ça, c'est très honnête de votre part, parce qu'au fond, c'est la touche pas romantique de votre histoire. Oui. Mais c'est super honnête de le dire, quoi. Oui, en fait, vous savez, c'est toujours compliqué en fonction de la relation familiale, en fonction de ce qu'on éprouve, les sentiments ne disparaissent pas et on a quand même ce besoin de réconfort d'une certaine manière. Notre civilisation fait partie de la nature. Elle n'est pas complètement à l'extérieur. On fait trop l'erreur à l'heure actuelle de se croire à l'extérieur. On est un des maillons de la chaîne et notre civilisation est naturelle. Donc il n'y avait pas pour vous d'antinomie à rentrer de temps en temps, prendre une douche chaude, chauffée par un ballon chaud, lui-même alimenté par de l'électricité, etc. Non, c'est... Il n'y a pas à côté, je coupe avec la société moderne. Non, je voulais juste éviter de modifier la nature par le moderne. Oui. Mais le moderne a beaucoup d'avantages. De toute façon, à partir du moment où on crée un vêtement, on est moderne. Aucun animal ne se fabrique de vêtements. Donc moi, j'avais des vêtements, je n'allais pas faire comme le Cro-Magnon à fabriquer mes propres culottes. Hein. J'avais ce qu'il fallait. Et puis, mes parents m'ont appris à respecter la nature, à voir la nature, mais sans forcément l'adorer au point d'en faire un dieu, d'une certaine manière. La mort d'étoiles est évidemment le moment le plus bouleversant de ce récit. En même temps, on s'y attendait, puisqu'il y a des chasseurs dans ces forêts qui prétendent même réguler le nombre de chevreuils qui vivent dans ces forêts. Là où on est étonné, c'est que vous êtes bouleversé, vous êtes touché, vous dites « j'ai la haine », mais vous ne dites pas « il faut interdire la chasse ». Non, parce que c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le faire. On a tous des cultures différentes. J'explique ma vision de la vie, mais c'est pas à moi de juger la culture des autres. On peut très bien avoir un grand-père ou un arrière-grand-père qui était chasseur, qu'on adorait parce que... et qui n'est pas un salaud. Exactement. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un qui dit tous les chasseurs sont des imbéciles, vous allez l'associer à votre grand-père, vous allez dire mon grand-père n'est pas un imbécile. Donc ensuite, vous allez dire en fait, être anti-chasse, c'est être un imbécile. Donc je pense que la chasse, il y a une vision de la vie qui est différente de la mienne, je ne la partage pas. Mais vous ne la jugez pas. Mais je ne la juge pas. Waouh. Est-ce que ce sont les chevreuils qui vous ont donné cette sorte de sagesse? Non, c'est la galère qu'on vit ensemble parfois, mais les chevreuils sont en aucun cas un médicament ou ils sont des guides parfois. Mais c'est vrai que quand on vit avec eux, quand j'ai vu Six Pointes revenir sur la dépouille d'étoiles, il était bouleversé. Il voyait bien qu'il y avait quelque chose de pas normal.
Après, je suis pas dans sa tête. Je sais pas si c'est parce qu'il trouvait pas normal qu'elle ne bouge plus, ou est-ce qu'il avait des sentiments très profonds. Je suis pas un chevreuil, donc je pourrais pas parler à sa place. Mais j'ai vu qu'il était quand même bien perturbé par ça. Mais 2-3 jours plus tard, il avait repris sa vie normale. Quasiment, il repassait devant, au cas où, je pense. Mais on est obligé d'accepter. En fait, c'est toute la leçon de vie de la forêt, c'est que on est toujours en lutte à l'heure actuelle. Et la nature, elle vous donne des coups de massue sur la tête, d'un air de dire, mais accepte. Quand on n'a pas accepté la chose, ça fait mal. C'est plus facile quand on dit, allez, hop, on y va, on se lance. Et on découvre. Avec votre fiancé, là, si un jour ça vire vinaigre, vous y repartez direct ? Non. C'est fini ? Ah oui, c'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois dans sa vie. Maintenant que je connais les bons moments, mais que je connais aussi les moments de galère, j'ai aucunement envie de revivre les moments de galère. J'aime bien partir faire un petit bivouac en forêt, j'aime bien aller dans les Alpes, voir les chamois, les chevreuils, mais en aucun cas, je voudrais revivre ça. Puis pour qui, pourquoi Pour vous ? Oui, mais je suis pas dans l'égoïsme de ma vie. Les chevreuils m'ont offert quelque chose de très beau. C'est quelque chose d'unique. Ça restera gravé toute ma vie. Mais je veux pas faire le gars qui peut vivre avec tous les animaux, qui peut tout faire. Oui, vous n'êtes pas tenté d'aller dans la savane vivre avec des lions, par exemple ? Non. Ça, c'est Tipeee qui l'avait fait, une autre personne qui a vécu avec des lions. Moi, je vois pas la vie... je trouve qu'on devrait laisser la nature en paix. Aujourd'hui, on voit tellement de photographes, tellement de cinéastes, tellement de gens qui s'intéressent à la nature, et qu'en fait, ça la perturbe encore plus que toutes les personnes que ces personnes-là jugent. Vous-même, vous l'avez perturbé ? Moi, je me suis toujours considéré comme un animal dans la forêt. Donc, j'avais droit à mon territoire. Si ça plaît pas aux autres animaux, c'est pareil. J'y ai droit. Je fais partie de la nature. Et je me suis rendu compte qu'en pensant comme ça, les autres animaux ne me jugeaient pas. Ils m'ont accepté parce que c'était mon territoire et que je faisais partie du décor pour eux. C'est toute une leçon de vie qu'on apprend, et que le premier environnement qu'on a, la première écologie qu'on a, c'est notre corps et notre conscience. Si on n'a pas compris son corps et qu'on n'a pas compris sa conscience, donc notre première écologie, on est incapable de comprendre toutes les autres écologies qui nous entourent. J'ai adoré lire votre livre, Geoffroy Delorme. J'ai adoré raconter votre histoire. Et j'ai tout autant adoré parler avec vous. C'est assez rare, je vous le dis tout de suite. C'est gentil, merci. Merci infiniment, j'ai adoré votre sagesse. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.